Roi à 20 ans, il a créé un des plus grands empires de l'histoire et on dit aussi que c'est le plus grand conquérant de l'Antiquité. En fait, le mec, en 32 ans, il a changé tout le cours de l'histoire. Je parle évidemment d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ en Macédoine. C'est le deuxième fils de Philippe II, qui était le roi de Macédoine de l'époque. Alors, même si c'est le deuxième fils, en fait, il est déjà destiné à régner, parce qu'en fait, son grand frère, son grand demi-frère, parce que oui, Philippe II avait 7 femmes, cherchez pas, c'était normal pour l'époque, son grand demi-frère est considéré comme un mec complètement débile. C'est pas moi qui le dis, c'est son propre père, c'est assez triste. À 12 ans, le père d'Alexandre, donc Philippe II, lui offre un cadeau assez particulier. En fait, il lui offre un cheval indomptable. Alors je sais pas quel était vraiment le projet avec ce cadeau. Probablement le cheval était en solde, j'imagine, parce que sinon c'est pas trop une affaire, hein. Du coup, Alexandre est content de ce cadeau, évidemment, et il va se donner pour mission d'arriver à dompter ce cheval. Il va passer des mois à l'observer, à essayer de comprendre pourquoi le cheval ne se laisse pas monter, et en fait, il va découvrir que le cheval a peur de son ombre. Oui, c'était pas le cheval le plus futé de l'écurie. Alexandre arrive à dompter ce cheval et l'appelle Bucéphale, qui veut dire tête de taureau en français. Bref, ce cheval va l'accompagner durant toutes ses aventures jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Alexandre grandit en Macédoine. La Macédoine, pour vous aider à la situer, c'est un pays en fait qui était au nord de la Grèce, et c'est un pays qui était considéré par les Grecs comme un pays d'arriérés en fait. Littéralement, ils avaient très peu de considération pour ce pays. Sauf que le père d'Alexandre, Philippe II, lui, il n'est pas ravi que son pays soit considéré de cette manière. Du coup, il va décider de mener des très grands travaux dans le pays et de rénover toute l'armée. Et en fait, il prend tellement la confiance qu'il va se dire « Maintenant, j'ai une armée qui tient la route, je vais aller récupérer des terres au nord de la Grèce. » Évidemment, les Grecs, ça leur plaît pas du tout. Surtout qui s'y attendait pas, vraiment. En plus de ça, Philippe II est élu protecteur du royaume de Delphes, là où il y a le temple d'Apollon, qui est un des temples les plus sacrés pour les Grecs. Franchement, ça pue pour Philippe II. Pourquoi ? Parce que les Grecs, ils vont vraiment péter un câble. Du coup, ils décident de déclarer la guerre à la Macédoine. Et là, c'est le premier combat pour Alexandre. Un combat qu'ils vont complètement gagner. Ils vont tellement les éclater qu'ils vont pouvoir négocier un accord pour créer une ligue, la Ligue de Corinthe, avec tous les autres États grecs, dans le but de se battre contre les grands méchants de cette histoire, les Perses. Alors les Perses, ils peuplent un des plus grands royaumes de l'histoire. C'est vraiment monumental. Et en plus de ça, évidemment, ils ont la plus grande armée du monde. Du coup, c'est une guerre qui s'annonce très difficile à gagner, voire impossible. On peut le dire, oui. Du coup, Philippe II décide de partir en guerre contre la Perse. Mais évidemment, avant de se lancer dans n'importe quelle guerre, que fait un grec macédonien à l'époque ? Eh ben, il va voir l'oracle. Donc l'oracle, c'était des meufs un peu bizarres qui respiraient de la fumée et qui rentraient en transe. Littéralement, elles étaient shootées. Donc elles avaient la capacité de se connecter avec les dieux et de donner des réponses aux personnes qui les payaient. Ça marchait de manière très simple. Si t'étais pauvre et que t'avais pas d'argent, elles te répondaient juste par oui ou par non. Et si t'étais riche, bah, elles te répondaient avec une phrase un peu plus complète. Philippe II va voir l'oracle et vous vous doutez bien que comme il est roi, il est très riche. Et donc il la paye grassement. Dans le but, évidemment, d'avoir une réponse précise à sa question. Il lui demande « Est-ce que le roi perse va mourir ?» Et là, l'oracle, qui a été grassement payé, lui donne évidemment des dates précises ainsi qu'une notice d'explication. Pas du tout. Non, pas du tout. Elle lui sort une phrase alambiquée qui a au moins une dizaine d'explications possibles, incompréhensibles comme d'habitude, hein. Elle lui dit « Couronné sera le taureau, il trouvera la faim, et voici venu l'homme qui lui amènera une victime. » Qui a compris ici ? Pas moi en tout cas. Là pour le coup je pense qu'il aurait mieux fait de pas payer, ou de payer très peu, parce que ça aurait été quand même beaucoup plus simple comme histoire. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je voulais juste savoir, est-ce que le roi perse va mourir ? Non. Bon, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un roi qui va mourir. Mais lequel, on
peut pas trop savoir. Du coup, Philippe II, il comprend ce qu'il a envie de comprendre en fait, et il se dit que ça veut dire que le roi perse va mourir. Résultat, il meurt 6 mois plus tard, poignardé par son propre garde du corps. À la mort de Philippe II, forcément, c'est Alexandre qui est désigné pour être le prochain roi. Même s'il y a pas mal de gens qui croient que c'est lui qui a tué son père, c'est quand même très peu probable. Mais on sait jamais. Là vous allez me dire, oui, Alexandre le Grand, pour l'instant, il a quand même pas fait grand chose, il est monté sur un cheval, il a gagné une bataille, et il a peut-être pas mais sûrement pas tué son père. C'est quand même pas très glorieux. Alors déjà je vous arrête tout de suite, oui, parce que j'aime bien prendre mon temps pour raconter des histoires, donc ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave, restez jusqu'à la fin parce que c'est intéressant, et c'est à partir de maintenant qu'Alexandre pète un câble, et qui prend une confiance en lui assez folle. En parallèle, il y a Athènes qui réalise que le roi Philippe II est mort, et ils se disent « Ouh là là, est-ce que ça serait pas le moment de prendre une petite revanche ?» Du coup, ils décident d'aller attaquer le nouveau roi Alexandre le Grand. Sauf que c'est une très mauvaise idée. Alexandre le Grand, il n'est pas là pour rigoler, il va raser Thèbes, il va réduire tous les survivants en esclavage, et forcément Athènes n'a pas d'autre choix que de s'incliner devant le grand Alexandre. Alexandre, à partir de ce moment-là, plus rien ne peut l'arrêter. Il se dit voilà, les Grecs c'est fait, maintenant les Perses. Hein. Il veut réussir là où tous les autres Grecs avant lui, et tous les autres Macédoniens évidemment, ont échoué. On est en 334 avant Jésus-Christ, et tout le monde est prêt à attaquer la Perse. Alexandre, il a qu'un seul objectif, défoncer la Perse et rentrer dans l'histoire. Le roi de Perse à cette époque, c'est Darius. Et Darius, il s'en balèque d'Alexandre. C'est-à-dire qu'il le voit arriver sur son territoire, ils sont contre-fous. Il lui balance des vieux soldats qu'il a trouvés au fin fond de son royaume. Il croit que ça fera l'affaire. Évidemment, vous en doutez bien, Alexandre les défonce. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'Alexandre, il va arriver à prendre pas mal de cités sans même combattre. Il est acclamé comme un héros. Il rentre dans les cités, il dit qu'il va enlever tous les impôts, qu'il va libérer le peuple. Et forcément, tout le monde le croit, il y a pas mal de cités qui lui ouvrent directement les portes quand il passe devant, quoi. Du coup, là, Alexandre, plus rien ne peut l'arrêter. Il est parti sur sa lancée, il est prêt à tout casser. En fait, il est tellement prêt à tout casser qu'il va beaucoup trop rapidement et il dépasse l'armée de Darius qui était venue pour le combattre. Darius le prend du coup à revers et l'empêche de faire demi-tour. Et là, il y a une très grosse bataille à Issos. Mais contre toute attente, Alexandre va les défoncer. Et Darius, prenant son courage à deux mains, décide de s'enfuir. Voilà. Il s'en va, en courant. Sûrement en cheval. Je suis pas sûre qu'il a couru. La voie est libre pour Alexandre. Il continue sur sa lancée, encore une fois. Et il va libérer toutes les cités qu'il y a le long de la Méditerranée, jusqu'à arriver en Égypte. Et là en Égypte, il a une toute autre attitude. En fait, il est fan de la culture égyptienne et du coup il vient en mode touriste. Il vient tellement en mode touriste qu'il décide de créer une ville en Égypte qui va s'appeler Alexandrie. Vous en avez sûrement entendu parler. Alors Alexandre, il a créé plus d'une dizaine de villes, mais celle-là, elle est vraiment restée dans la postérité parce qu'elle était la plus prestigieuse et la plus grande des villes qu'il a créées. Là, on est à un moment où Darius, il commence vraiment à flipper sa mère. Là, il est vraiment pas bien. Il se rend compte qu'Alexandre, il est inarrêtable. Du coup, il lui fait une offre de paix. Une offre que Alexandre va refuser. Oui, sinon il n'y a plus d'histoire et c'est pas intéressant, quoi. Et là, on arrive à une autre bataille légendaire. Alexandre va affronter Darius à Gaugamélès. Darius a 100 000 hommes, Alexandre 40 000. Et pourtant, Alexandre va encore gagner. Là, Darius, cette fois-ci, se dit « Je m'enfuis également ». Encore. Ça fait beaucoup là, non? Alexandre se lance à sa poursuite et il retrouve Darius poignardé par ses propres hommes. Une fin bien glorieuse pour un personnage qui a quand même pas mal fui. Hein. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre arrive en héros à Babylone. Il découvre cette ville magnifique, il est choqué et il décide de régner de Babylone. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Non. Pas en si bon chemin. Il part en Afghanistan et là aussi il défonce tout sur son passage. Les cités s'ouvrent carrément, l'acclament en Dieu sur terre. En Afghanistan, il va même épouser la fille d'un chef de guerre qu'il a enlevé. C'était des coutumes originales à l'époque. À partir de là, Alexandre va me dire il va pouvoir se poser avec sa femme à Babylone. Mais non! Toujours pas. Alexandre, il s'en fout, il veut pas s'arrêter. S'arrêter, c'est mourir pour Alexandre. Donc le mec décide de continuer encore plus vers l'est. Et là, il arrive aux limites du monde connu pour les Grecs. En fait, les Grecs, à l'époque, ils croyaient que la Terre était plate et qu'autour des terres que eux, ils connaissaient, il y avait juste un énorme océan qui bordait tout le tour de la Terre. Et ensuite, derrière, il n'y avait plus rien.
Et Alexandre, il se retrouve face à une montagne, persuadé que derrière, y a de l'eau, et après, y a rien. Ce qu'il veut, c'est voir le bout du monde de ses propres yeux. Sauf qu'il aurait pu courir longtemps, puisque, comme tout le monde le sait, la Terre est ronde. Oh, j'espère que tout le monde le sait. Alexandre va traverser ces montagnes et va se retrouver de l'autre côté, vers le Pakistan-Inde. Et là, il se confronte à un autre roi qui est pas très content que des gens arrivent sur son territoire sans prévenir, sans lettre, sans passer un coup de fil avant, quoi, ça leur fait pas plaisir. Du coup, ils arrivent avec une armée d'éléphants. Oui, les gars, ils sont au-dessus. Mais vous allez me dire, Alexandre, rien ne peut l'arrêter, du coup, il va défoncer l'armée. Sauf que là, il va avoir un autre problème, c'est que lui, il veut continuer, mais il est tout seul dans son délire. Tous ses compagnons qui le suivent depuis maintenant 7 ans, ils en ont ras le cul en fait. Ils ont juste envie de rentrer chez eux, de se poser, de se trouver une femme, tranquillou quoi. Et Alexandre, lui, il compte pas s'arrêter. Genre jamais. Et le problème, c'est que il peut pas continuer tout seul non plus. Donc il est obligé de se faire une raison et il va rentrer avec ses compagnons. Sauf que vous doutez bien, connaissant Alexandre, ça peut pas être aussi simple. Il va décider de prendre une autre route sur le chemin du retour et va se retrouver dans un désert horrible. Là, il va perdre plus d'hommes dans cette traversée du désert que dans toutes les batailles qu'il a menées auparavant. C'est une catastrophe, on peut le dire, hein. C'était peut-être la décision de trop, voilà. Il va tout de même réussir à rentrer à Babylone, mais là, son meilleur ami va mourir, probablement du paludisme. Et c'est un très très gros coup dur pour Alexandre, parce que c'est son ami d'enfance qui l'a suivi dans toutes ses aventures. À partir de là, Alexandre, c'est la descente aux enfers, il va mourir 6 mois plus tard. On sait pas vraiment de quoi, ça peut être du paludisme, ça peut être d'un empoisonnement. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre meurt à Babylone du coup, mais il va rentrer dans la postérité. Donc Alexandre laisse derrière lui un héritage énorme qui va pas du tout tenir les années. Parce que personne n'égalera Alexandre, du coup au bout de quelques décennies, l'Empire va s'effondrer. Et puis aujourd'hui, il est mentionné dans quasiment toutes les religions, il fait partie de l'histoire de dizaines et de dizaines de pays, il a vraiment façonné l'histoire à sa manière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur Alexandre le Grand, qui est quand même un personnage emblématique de notre civilisation, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me plonger plus en détail dans son histoire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt, ciao.